Mon ex-femme s'est moquée de mes gènes, j'ai divorcé 3 jours après. Ma femme a dit devant sa famille, regardez son visage, comment vais-je avoir des enfants avec ces gènes? Tout le monde a ri. Je suis juste parti en silence. 3 jours plus tard, je lui ai envoyé les papiers du divorce pendant qu'elle était à un brunch avec ses amis. J'ai 32 ans et je travaille comme soudeur dans un atelier de fabrication sur mesure à Columbus, Ohio. Je fais ça depuis 14 ans. J'ai commencé comme apprenti. Juste après le lycée, quand tout le monde partait à l'université s'endetter. L'atelier est spécialisé dans la ferronnerie architecturale, les garde-corps sur mesure, les portails, les ferronneries décoratives, ce genre de choses. Nous travaillons sur des propriétés résidentielles haut de gamme, des bâtiments commerciaux, même des projets de restauration sur des monuments historiques du centre-ville. C'est un bon travail, honnête, qui paie mieux que la plupart des gens ne le réalisent. Mes mains ressemblent à celles qui ont traversé plusieurs rounds avec une râpe à fromage, et j'ai quelques cicatrices sur les avant-bras, dues aux étincelles et au métal chaud que je porte comme des insignes d'honneur. Mais je gagne bien ma vie. J'ai un 4 cents un cas qui est réellement financé, une assurance maladie qui ne me donne pas envie de pleurer, et je suis respecté dans mon domaine. Je suis maintenant soudeur principal, formant des novices qui arrivent en pensant qu'ils savent déjà tout, et j'ai une sécurité d'emploi que la plupart des gens échangeraient contre leur titre fantaisiste. Mon appartement n'a rien de spécial, mais c'est le mien. Un appartement de 2 chambres dans un beau quartier près de l'atelier. J'ai un petit garage où je peux travailler sur des projets secondaires. Je restaure cette Chevelle SS de 1969 depuis 4 ans. Certaines personnes collectionnent les timbres ou jouent aux jeux vidéo. Je reconstruis des voitures classiques le week-end. Mon ex-femme, Diane, 29 ans, et moi nous sommes rencontrés au mariage d'un ami commun il y a 5 ans. Elle était là avec une des demoiselles d'honneur, sa colocataire d'université. Et j'étais le témoin de mon ami Kay. Une situation classique, vraiment. Je l'ai remarqué pendant la réception, elle se tenait près de la table des desserts. Avec une expression légèrement perdue. Elle m'a remarqué quand j'ai fait une blague au serveur qui a fait rire tout le monde, et d'une manière ou d'une autre, nous avons fini par danser ensemble sur une de ces chansons lentes qui fait que tout le monde se met en couple. Elle portait une robe bleu clair qui rendait ses yeux presque gris, et elle avait une façon de pencher la tête quand elle riait. Nous avons échangé nos numéros avant la fin de la soirée, et je lui ai envoyé un SMS le lendemain matin parce que jouer n'a jamais été mon truc. Diane travaillait comme responsable de bureau pour un cabinet dentaire dans le quartier chic de la ville. Un bon travail, un revenu stable, rien d'extraordinaire, mais respectable. Elle s'occupait des plannings, des demandes d'assurance, assurait le bon fonctionnement de toute l'opération. Ce qui m'a attiré chez elle, c'était son apparente simplicité au début. Elle riait à mes blagues, même les plus nulles. Ça ne la dérangeait pas quand je me présentais à notre premier rendez-vous avec de la graisse sous les ongles à cause d'un travail urgent. Elle m'a dit qu'elle trouvait attrayant que je travaille de mes mains au lieu de pousser des papiers toute la journée. Il y a quelque chose de réel dans ce que tu fais, a-t-elle dit, lors de notre 3e rendez-vous, tendant la main sur la table pour toucher les callosités de ma paume. Tu crées vraiment des choses. La plupart des gens que je connais ne font que modifier des chiffres sur des tableurs. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans avant que je ne la demande en mariage. Je l'ai emmenée dans ce petit restaurant italien que nous avions découvert ensemble et je l'ai demandé en mariage avec un tiramisu. Une bague. Simple, rien de trop cher, mais de bonne qualité. Elle a dit oui instantanément. Les larmes aux yeux, et j'ai pensé que j'avais enfin compris comment fonctionnait cette vie. Sa famille semblait bien m'accepter pendant les fiançailles. Ses parents, Richard et Mercedes, vivaient dans une belle banlieue de Cincinnati. Classe moyenne supérieure, tous 2 éducateurs retraités avec de bonnes pensions. Son père était un ancien directeur de lycée.
Sa mère a enseigné la littérature anglaise pendant 30 ans dans une académie privée. Ils n'étaient pas exactement ravis de ma profession, mais au début, ils sont restés civils. Des commentaires occasionnels sur le fait de savoir si j'avais envisagé de retourner à l'école, des suggestions subtiles qu'il y avait peut-être des carrières plus propres que je pourrais poursuivre. J'ai laissé faire parce que Diane les arrêtait toujours, ou du moins c'est ce que je pensais. Sa sœur Bridget était une autre histoire. 2 ans plus âgée que Diane, elle travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques, conduisait une BMW qu'elle ne pouvait pas vraiment se permettre, et me regardait comme si j'étais quelque chose qu'elle allait enlever de ses talons de créateur. Chaque dîner de famille était une occasion pour elle de commenter mon travail. Mon camion, mon appartement. Où vous êtes toujours à l'atelier de soudure. Je pensais que c'était juste un truc temporaire. C'est un parfum intéressant. Cette odeur métallique? Comme c'est rustique. Ça doit être sympa d'avoir un travail où l'on n'a pas trop à réfléchir. Mon travail est tellement épuisant mentalement. Alors, Nathan, quand allez-vous avoir une vraie carrière? Quelque chose avec un bureau, peut-être. Diane lui lançait parfois un regard. Peut-être un bas Bridget, mais il n'y avait jamais de réelle résistance. Vous n'entendez jamais, vraiment, mon mari est incroyablement doué dans ce qu'il fait. Et vous devriez montrer un peu de respect. Jamais une vraie défense. Je pensais que c'était juste une affaire de frères et sœurs. Vous savez, certaines familles sont comme ça. Elles se taquinent, mais elles ne le pensent pas. Vraiment. Je me suis trompé là-dessus. Je me suis trompé sur beaucoup de choses. Nous nous sommes mariés il y a 3 ans dans un endroit modeste en dehors de Columbus. Belle cérémonie. Environ 80 personnes. Mon côté était principalement composé de gars de l'atelier et de leur famille, plus ma famille élargie de l'Ohio. Des gens principalement ouvriers, du genre à aller au mariage en jean propre et à passer un bon moment sans histoire. Son côté était composé d'amis de l'université en robe de cocktail, de collègues de la clinique dentaire et de la famille élargie de Cincinnati. Le contraste entre les 2 groupes était évident, mais je me suis dit que cela n'avait pas d'importance. Nous construisions notre propre truc. Le mariage s'est bien passé. Ses parents ont payé environ 60%, ce qu'ils ne m'ont jamais laissé oublier. Richard le mentionnait à des moments aléatoires, généralement en discutant de nos projets d'avenir. Eh bien, puisque nous avons tant investi pour vous deux, nous avons naturellement quelques opinions sur les choses compte tenu de notre contribution financière à cette union. Nous espérons que vous y réfléchirez. Après tout ce que nous avons mis dans votre mariage, le moins que vous puissiez faire est de. J'ai commencé à remarquer que Diane ne me défendait plus autant. Après que nous nous soyons mariés, les commentaires de sa famille sont devenus un peu plus vifs, un peu plus fréquents, et il lui a fallu un peu plus de temps pour les appuyer. Je l'évoquais en privé, et elle me disait que j'étais trop sensible, que sa famille avait un style de communication différent, et que je devais apprendre à gérer leur humour. Un style de communication différent. Bien sûr, c'est une façon de décrire son flux constant de pics déguisés en blagues. Les choses ont empiré vers la première année de mariage, quand les enfants sont devenus un sujet de conversation régulier. Diane voulait commencer à essayer. J'étais d'accord. Nous en avons parlé, fait des projets, même commencé à chercher des maisons avec des chambres supplémentaires et des choses normales de couples mariés. Mais l'implication de sa famille dans ces conversations a commencé à devenir étrange. Mary envoyait à Diane des articles sur les tests génétiques et la planification optimale de la reproduction. Richard faisait des commentaires sur le fait de vouloir des petits-enfants qui pourraient perpétuer l'héritage familial. Bridget a dit à Diane sans embâche lors d'un dîner de famille qu'elle devrait réfléchir attentivement à la loterie génétique.
Je n'ai réalisé que bien plus tard qu'il parlait de moi. Je pensais que c'était des choses générales, comme s'assurer que nous étions tous les deux en bonne santé, obtenir des soins prénatals. J'étais naïf. Écoutez, je ne gagne aucun concours de beauté. Je n'en ai jamais gagné. J'ai un visage qui semble avoir été conçu par quelqu'un qui n'a jamais vu de visage auparavant. Nez proéminent, oreilles décollées, mâchoire légèrement asymétrique. Ajoutez à cela les cicatrices dues à des années de travail des métaux, et je suis loin d'être un mannequin de magazine, mais je n'ai jamais pensé que j'étais assez laid pour être considéré comme un désavantage génétique. Diane n'a jamais semblé se soucier de mon apparence quand nous sortions ensemble. Elle me disait que j'étais beau, qu'elle aimait mon sourire, que mes mains étaient sa partie préférée de moi. Elle traçait les cicatrices sur mes avant-bras et disait qu'elle racontait l'histoire d'un homme qui faisait un vrai travail. Je la croyais parce que c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un. Le commentaire qui a tout changé c'est produit il y a 2 mois chez ses parents. Toute la famille était là pour le dîner du dimanche, Richard, Meredith, Bridget et son mari Léonard, le frère de Diane, Michael, qui était venu d'Oregon avec sa femme, Courtney, et une douzaine de parents éloignés qu'il connaissait à peine. Nous étions tous assis autour de la table de la salle à manger, peut-être 15 personnes au total, serrées dans un espace conçu pour 12. La conversation avait dévié vers les enfants, comme cela arrivait toujours quand Michael et Courtney étaient là. Sa femme était enceinte de leur 2e enfant, et tout le monde s'extasiait sur la beauté de leur première fille, montrant des photos sur leur téléphone, commentant la façon dont elle avait pris le meilleur des 2 parents. Michael avait les yeux de Courtney, et le côté de la famille de Courtney avait apparemment contribué à ses pommettes. Puis Meredith a regardé Diane et a demandé. Alors, quand toi et Nathan allez-vous nous donner des petits-enfants? Tu ne rajeunis pas, ma chère? Diane a ri nerveusement. Nous y travaillons. Maman. Ces choses prennent du temps. Bridget s'est penchée en avant avec ce sourire suffisant que j'avais appris à reconnaître comme son visage sur le point d'être terrible. Cette expression qu'elle fait juste avant de dire quelque chose destiné à rabaisser quelqu'un d'autre. Eh bien, espérons que le bébé ressemblera à votre côté de la famille. Certaines personnes ont ri maladroitement. Le genre de rire que les gens font quand ils ne sont pas sûrs si quelque chose était une blague ou une insulte, mais qu'ils veulent quand même participer. Je suis resté assis, la fourchette à mi-chemin de ma bouche, me demandant si j'avais entendu ce que je pensais avoir entendu. Peut-être l'avais-je mal compris, peut-être voulait-il dire autre chose. C'est alors que Diane a décidé de porter le coup final. Il m'a regardé. Il m'a vraiment regardé comme s'il me voyait clairement pour la première fois, comme s'il évaluait mon visage trait par trait. Puis il s'est tourné vers sa famille et a dit assez fort pour que toute la table l'entende. Je veux dire, regardez son visage. Comment vais-je avoir des enfants? Avec ces gènes? La table a éclaté de rire. Pas des gloussements gênés. Pas le genre de rire poli que les gens font quand ils essaient de relâcher la tension. Un rire authentique et réel. Meredith a couvert sa bouche comme pour être polie, mais elle n'a pas pu se retenir. Richard a claqué son poing sur la table si fort que les couverts ont tremblé. Bridget semblait absolument ravie, comme si Noël était arrivé en avance. Et que le Père Noël lui avait apporté exactement ce qu'elle avait demandé. Léonard haletait pratiquement. Même certains des parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés auparavant se sont moqués de moi. Des gens qui ne me connaissaient pas du tout ont participé à la blague sur mes défauts génétiques. Ma femme, la femme avec qui j'étais marié depuis 3 ans, la personne avec qui j'avais construit une vie, pour qui j'avais fait des sacrifices, que j'avais défendus devant ma propre famille. Quand ils avaient exprimé des doutes sur le fait que nous étions un bon couple. Elle venait d'annoncer publiquement qu'elle avait honte de ma génétique, qu'elle
craignait que nos enfants ne soient désavantagés en héritant de mon visage, et tout le monde a ri. J'ai posé ma fourchette très soigneusement, la plaçant délibérément exactement parallèle à mon couteau. Le rire a commencé à s'estomper alors que les gens remarquaient que je ne participais pas à la blague. Les sourires se sont transformés en quelque chose de plus incertain alors que le silence de mon côté de la table se répandait comme un front froid traversant la pièce. Diane a dû sentir le changement parce qu'elle m'a attrapé le bras. Chérie, je plaisantais. C'est juste une blague. Allez, souris. J'ai regardé ça. Main sur mon bras, puis son visage. Elle souriait, mais il y avait quelque chose de nerveux dans ses yeux, quelque chose qui lui faisait reconnaître qu'elle était peut-être allée trop loin. Bien. Je devrais être nerveux. Je n'ai pas dit un mot. Pas un seul mot. Je me suis levé, j'ai poussé ma chaise avec précaution et j'ai quitté la salle à manger. Traversé le salon avec ses meubles élégants et ses photos de famille où je n'apparaissais jamais, puis la porte d'entrée, l'allée jusqu'à mon SUV garé dans la rue. Car il n'y avait pas de place dans l'allée pour un véhicule qui n'était pas de luxe. Derrière moi, j'ai entendu des voix, Diane qui m'appelait, Richard qui disait quelque chose sur la sensibilité et le fait d'apprendre à prendre une blague. Bridget qui riait à nouveau, parce que bien sûr elle riait. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur et je suis parti. 96 km d'autoroute entre la maison de ses parents et notre appartement, et j'ai passé chaque kilomètre en silence complet. Pas de radio, pas d'appel téléphonique, rien. Juste moi sur la route et le son de mes propres pensées se réorganisant en quelque chose de nouveau, quelque chose de plus dur, quelque chose qui avait enfin accepté ce que j'aurais dû voir. Il y a des années. Au moment où je suis arrivé à notre entrée, j'avais pris ma décision. Ce mariage était terminé. La seule question était de savoir comment exécuter la sortie avec un maximum d'efficacité et un minimum de drame. Les 3 jours suivants furent un exercice de planification de précision. J'avais passé 14 ans à apprendre à aborder des projets de fabrication complexes. À mesurer 2 fois et à couper 1 fois, à visualiser le produit fini dans mon esprit avant la première étincelle. Il s'avère que ces compétences se transfèrent assez bien à la planification d'une stratégie de sortie d'un mariage. Le lundi matin, j'ai appelé au travail en disant que j'étais malade. Le premier jour de congé que j'avais pris en 3 ans. Mon patron Gérald semblait inquiet au téléphone. Il a demandé si j'avais besoin de quelque chose. Il m'a dit de prendre soin de moi. Bon homme, Gérald. Puis j'ai appelé un avocat spécialisé dans le divorce que mon ami Kai avait utilisé quand son premier mariage avait échoué il y a quelques années. Kai avait plus que de bonnes choses à dire sur elle. J'ai eu un rendez-vous pour cet après-midi-là. L'avocate, une femme directe, nommée Patricia, aux cheveux argentés et aux lunettes qui ne cessaient de glisser sur son nez, a écouté ma situation sans interruption. Je lui ai tout raconté, depuis les années de manque de respect subtil de la part de la famille de Diane jusqu'aux commentaires qui a tout mis fin. Quand j'ai eu fini, elle a hoché la tête 1 fois, comme si elle avait entendu des variantes de cette histoire des centaines de fois auparavant. Pas d'enfants, pas d'entreprise commune, et vous avez maintenu des comptes bancaires séparés tout au long de votre mariage. Correct? Nous avions des économies communes pour les articles ménagers, mais nos salaires allaient sur des comptes individuels. Mon idée originale était, en fait, des actifs intelligents. Nous louions les voitures, elles sont à nos noms, toutes deux payées. J'ai des outils et du matériel qui sont les miens. Elle a ses affaires personnelles, rien d'important pour se battre, pas de propriété, pas d'investissement compliqué. Patricia a souri gravement. Alors? Cela devrait être simple. L'Ohio est un État où le divorce sans faute est possible. Vous n'avez pas besoin de leur permission ni d'une raison au-delà d'eux. Divergence irréconciliable. Compte tenu des circonstances que vous avez décrites,
je vous recommanderais de déposer la demande immédiatement et d'agir rapidement. À quelle vitesse pouvons-nous y arriver? J'ai demandé. Je peux avoir la documentation prête pour mercredi matin. La notification peut être faite quand vous voulez après cela. Mercredi, moment parfait. Je savais exactement où Diane serait le mercredi à 11h30 du matin. Cette nuit-là, Diane est rentrée chez elle comme si rien ne s'était passé. Elle était restée chez ses parents depuis dimanche, probablement en train de discuter stratégie avec sa mère et sa sœur sur la façon de gérer son mari trop sensible. Quand il est rentré à 19h, il avait ce regard de préoccupation soigneusement répété sur son visage. Je pouvais presque voir le script qu'il avait préparé. Nathan, il faut qu'on parle de ce qui s'est passé dimanche. J'étais assis sur le canapé à regarder les faits saillants sportifs. Je n'ai pas levé les yeux. Rien à dire, ma chérie. Allez. C'était juste une blague. Tout le monde riait. Tu n'exagères pas trop? Oui, il l'était. Elle s'est assise à côté de moi, assez près pour que son genou touche le mien, et a posé sa main sur ma jambe. Le geste familier me semblait désormais étrange, comme quelque chose d'une autre vie. Je ne voulais pas dire ça. Tu sais que je t'aime. Je te trouve beau. Je t'ai toujours trouvé beau. Finalement, je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé de la même manière qu'elle m'avait regardé avant de me détruire devant toute sa famille. Je voulais me souvenir de ce visage, de ce moment, de cette version des événements qu'il essayait de me vendre. Tu as dit à une pièce pleine de gens que mon visage te mettait mal à l'aise, que tu craignais de transmettre mes gènes à nos enfants, que tu m'as regardé et que tu as vu un désavantage, et tout le monde a ri parce qu'apparemment c'est une chose raisonnable à dire de ton mari. Ce n'était pas ça. Tu le déformes. Je ne déforme rien. J'ai entendu ce que tu as dit. J'ai vu comment tout le monde a réagi. Ce n'est pas une blague, Diane. C'est ce que tu penses vraiment de moi. Peut-être ce que tu as toujours pensé. Elle a commencé à pleurer. Un mouvement classique. Celui qui avait fonctionné pour moi 100 fois auparavant quand elle voulait clore une dispute en sa faveur. Ce n'est pas juste. Je t'ai toujours dit que je te trouvais attirant. Et pourtant, quand ça comptait, quand tu étais entouré de ta famille sans conséquence, la vérité est sortie. Je me suis levé. Je vais dormir dans la chambre d'amis ce soir. On en parlera plus tard. Il a essayé de me suivre. Il a essayé de continuer la conversation en me prenant le bras alors que je m'éloignais, mais j'ai fermé la porte et l'ai verrouillée avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. Je l'ai laissé mijoter dans cette incertitude toute la nuit. Mardi fut consacré à la reconnaissance et à la préparation. J'ai commencé à séparer discrètement nos finances, transférant ma part des économies communes sur mon compte personnel où elle ne pouvait pas y toucher. J'ai rassemblé des documents importants tels que notre certificat de mariage, le contrat de location, mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale. J'ai fait des copies de tout au cas où elle essaierait de détruire les dossiers. Plus tard, j'ai documenté l'état actuel de l'appartement avec des photos détaillées au cas où elle essaierait de prétendre que j'avais endommagé quelque chose ou pris des choses qui n'étaient pas les miennes. J'ai également appelé Gérald et lui ai dit que j'avais besoin de mon mercredi après-midi de congé pour une affaire personnelle. Il n'a posé aucune question, il a simplement dit, prenez tout le temps qu'il vous faut. Bon homme. Cette nuit-là, Diane a réessayé. Plus de pleurs, plus d'explications sur le fait que le sens de l'humour de sa famille était différent, qu'elle avait grandi avec des gens qui disaient des choses durant guise de blague et que cela ne signifiait rien, que j'étais irrationnel en m'accrochant à ce commentaire. Ma mère se sent très mal, a-t-elle dit. Elle veut s'excuser d'avoir ri. Votre mère n'a pas pu s'en empêcher.
Votre père a claqué son poing sur la table si fort que les couverts ont tremblé. Elle ne le pensait pas comme ça l'a juste prise au dépourvu. Alors, comment Diane le pensait-elle? Comment une belle-mère rit-elle quand son gendre est qualifié de génétiquement indésirable? Expliquez-moi. Aidez-moi à comprendre. Elle ne pouvait pas. Bien sûr qu'elle ne le pouvait pas. Car il n'y avait aucune explication qui n'impliquait pas la simple vérité. Tout le monde y pensait. Ils en avaient probablement discuté en privé pendant des années. Diane l'a juste dit à voix haute. Je suis retourné dormir dans la chambre d'amis. Elle a appelé 2 fois pendant la nuit, une fois vers minuit et une fois vers 3 heures du matin. Je n'ai pas répondu une seule fois. Mercredi matin, j'ai reçu un appel de Patricia à 9 heures. Les documents étaient prêts. Tout ce que j'avais à faire était de venir, de signer là où elle me disait, et de décider quand je voulais que Diane soit notifiée. Ça peut être aujourd'hui, ai-je demandé. Si vous savez où elle sera, absolument. J'utilise un système de notification professionnel très efficace et très discret jusqu'au moment de la notification. Je savais exactement où elle serait. Chaque mercredi, sans faute, Diane et ses amis du cabinet dentaire déjeunaient dans cet élégant restaurant du centre-ville appelé Mapletable. C'était leur rituel sacré. Ça l'était depuis des années. Elle le faisait depuis avant même que je ne la rencontre, postant des photos de leurs œufs bénédicts et de leur toast à l'avocat sur les réseaux sociaux avec une ponctualité impeccable. Chaque mercredi à 11h30, table près de la fenêtre. On pouvait régler sa montre. J'ai donné l'adresse et l'heure à Patricia. Elle sera là à 11h30. Restera. Probablement jusqu'à environ 13h. Table près de la fenêtre aussi disponible. Elle s'assoit toujours près de la fenêtre pour que tout le monde passant puisse les voir profiter de leur élégant déjeuner. Patricia a pris note. Considérez que c'est fait. J'aurai quelqu'un là-bas avant midi. Je suis allé travailler ce matin-là comme d'habitude. J'ai mis mon équipement, me suis concentré sur mes projets et j'ai coaché le nouvel apprenti, Hasson, sur quelques techniques de base de soudage. Tige avec les gars dans la salle de pause. À 11h, comme d'habitude. Un mercredi. Normal. Personne ne savait que quelque chose était différent. Vers 12h15, mon téléphone a commencé à sonner. Premier message de Diane, qu'est-ce que c'est? Deuxième message, Nathan. Décroche ton téléphone tout de suite. Troisième message, c'est une blague. N'est-ce pas? Quatrième message, tu ne peux pas être sérieux. Puis les appels ont commencé, l'un après l'autre, son nom clignotant sur mon écran. Je les ai tous laissés aller à la messagerie vocale. Je n'ai même pas écouté. Je n'avais pas besoin d'entendre l'hystérie pour savoir ce qui se passait. À 12h30, les SMS arrivaient de ses amis, de sa sœur, de sa mère. Toutes des variations sur le même thème. De Bridget, comment as-tu pu lui faire ça? Espèce d'ordure? De Meredith, Nathan, ce comportement est complètement inacceptable. Appelle-nous immédiatement. De son amie Amber, elle est dévastée. Monstre, d'une autre amie, tu dois régler ça immédiatement. Nathan, ce n'est pas drôle. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je suis retourné au travail. J'avais une rente sur mesure à terminer pour un client à Dublin. Priorité. Remettre des papiers de divorce lors d'un brunch dans un restaurant chic est une déclaration très publique. Tout le monde dans cet établissement l'a vu. Les amis avec qui elle déjeunait chaque semaine depuis des années l'ont vu. Les serveurs qui la connaissaient par son nom l'ont vu. Les inconnus profitant de leur brunch du mercredi l'ont vu. L'hôtesse, le gérant, le gars à la table d'à côté essayant juste de manger son omelette en paix. Ils ont tous été témoins du moment où la vie soigneusement orchestrée de Diane s'est complètement effondrée. Il n'y a pas moyen de contourner cela.
Il n'y a pas moyen de contrôler le récit quand un huissier de justice s'approche. De votre table devant tous vos amis, dit Diane Collins. Et vous tend une enveloppe manie sous les yeux de tout le monde. Les papiers parlent d'eux-mêmes. Le choc sur votre visage parle de lui-même. Non seulement Diana dut digérer la fin de son mariage, elle a dû le faire entourée de témoins. Tout en essayant de garder son calme devant les femmes à qui elle se vantait. Depuis des années de son mari et de leur vie parfaite. Et comme tout se passait comme prévu, elle a dû faire face à leurs questions, à leurs sympathies, et peut-être à leur satisfaction secrète que sa vie n'était pas aussi parfaite que son Instagram le suggérait. Poétique, vraiment. Je suis rentré chez moi ce soir-là dans un appartement vide. Diane était apparemment passée dans l'après-midi, prenant quelques vêtements et des articles essentiels pour la chambre. Très bien pour moi, moins de discussions comme ça. J'ai quand même changé les serrures, juste pour être sûr. J'ai fait venir un serrurier ce soir-là et j'ai fait installer de nouveaux pennes dormant sur les 2 portes. Je lui ai envoyé le code du portail principal de l'immeuble par texto, car elle y habitait techniquement toujours selon le bail. Mais j'ai clairement fait savoir qu'elle n'était pas la bienvenue à l'intérieur de l'appartement sans préavis et mon autorisation explicite. Sa réponse fut un mur de texte. Je n'ai pas pris la peine de lire au-delà de la première phrase, qui commençait par « Es-tu aussi cruel et injuste ?» Cruel. Moi, le gars qui voulait juste avoir des enfants avec la femme qu'il aimait sans qu'on lui dise que son visage les ruinerait. J'étais le cruel. La semaine suivante fut une leçon magistrale sur la façon de voir quelqu'un traverser les étapes du deuil en temps réel. Diane a traversé toutes les étapes sauf l'acceptation, parfois 3 ou 4 en une seule journée, selon les horodatage de ses messages. Le déni est venu en premier et a duré environ 2 jours. Elle allait céder. Messages vocaux insistant sur le fait que tout était un malentendu, que nous pourrions le résoudre si je lui parlais, qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire si je lui donnais une autre chance. Elle a parlé du mariage, des souvenirs que nous avions créés, de la vie que nous avions construite ensemble. De l'avenir que nous avions planifié, comme si tout cela pouvait effacer ce qu'elle avait dit, comme si les souvenirs pouvaient annuler l'humiliation. Puis vint la colère. Des messages explosifs et désagréables sur la façon dont il gâchait 3 ans à cause d'un stupide commentaire lors d'un dîner. Parce que j'étais dramatique, immature, pathétique, vindicatif, parce que sa famille avait eu raison de moi depuis le début. Ce dernier point était particulièrement intéressant car il confirmait ce que j'avais toujours soupçonné. Il parlait de moi, me questionnait depuis des années. Diane ne me l'a simplement jamais dit. La négociation est apparue vers le 4e jour. Soudain, elle était pleine de promesses. Il me donnerait de l'espace, il affronterait sa famille, il dirait à tout le monde de s'excuser, il ferait tout ce qu'il fallait pour arranger ça. Il avait juste besoin que j'arrête la procédure de divorce et que je lui parle comme un adulte. Si seulement je lui donnais une autre chance, tout serait différent. Je changerais, je me protégerais. Finalement, j'ai compris. La dépression est arrivée vers le 6e jour. Les messages sont devenus plus courts, plus tristes, plus désespérés. J'ai été surpris. Nous avons été surpris. Je ne savais pas qui j'étais sans notre mariage. Elle restait chez ses parents et il l'étouffait avec leurs opinions. Et finalement, il a compris ce que j'avais enduré toutes ces années. Trop peu, trop tard. Très bien, qu'il l'étouffe. Ils ont aidé à créer ce gâchis. Qu'il gère les conséquences. Pendant tout cela, je suis resté silencieux. Mon avocate Patricia m'a conseillé de réduire les contacts au minimum et honnêtement, je n'avais rien à dire. Diane m'avait montré exactement qui elle était et qui elle priorisait quand ça comptait vraiment. Les mots n'allaient pas changer ça. Les actions avaient déjà parlé. Les vrais feux d'artifice ont eu lieu le 10, et c'est là qu'elle s'est présentée à mon travail.
J'étais en plein milieu d'un délicat travail de soudure sur une porte sur mesure. Un de ces travaux qui exigent une concentration totale car un mauvais mouvement signifie devoir recommencer une section qui a pris 3 heures. J'avais mon masque baissé, le chalumeau allumé, et j'étais complètement concentré. C'est alors que j'ai entendu le tumulte du bureau principal. Des voix fortes, quelqu'un disant « Madame, vous ne pouvez pas passer par là. C'est un atelier en activité. » Et puis le son inimitable de la voix de Diane, coupant le bruit industriel. « Nathan, je sais que tu es là. » J'ai levé mon masque de soudure et éteint le chalumeau. J'ai pris une inspiration. J'ai délibérément enlevé mes gants et les ai posés sur l'établi. Puis je me suis avancé, la rencontrant à mi-chemin de l'atelier de fabrication. Elle avait l'air terrible, ses cheveux n'étaient pas correctement coiffés depuis des jours, tirés en une queue de cheval désordonnée, son maquillage clairement maculé de larmes. Et appliqué à la hâte. Des vêtements qui ne correspondaient pas tout à fait. Comme si elle avait attrapé la première chose qui lui tombait sous la main quand elle avait décidé de venir ici. La responsable de bureau tirait à 4 épingles qui critiquait mon apparence si je portais une chemise qu'elle jugeait démodée. N'était nulle part. Elle était quelqu'un qui s'effondrait. Nous devons parler, dit-elle, la voix tremblante. Mais essayant de paraître ferme. Tu ne réponds pas à mes appels, tu ne réponds pas à mes SMS. Tu as changé les serrures de notre appartement. Mon appartement maintenant. Et oui, je n'ai rien à te dire. Nathan, s'il te plaît. Sa voix se brisa. J'ai fait une erreur, un stupide commentaire que je n'avais même pas l'intention de dire. C'est juste sorti, et tu mets fin à notre mariage entier à cause de ça. 3 ans, Nathan. Ça ne te dit rien? Les gars de l'atelier avaient arrêté de travailler. Chaque torche était éteinte, chaque outil au sol. Tout le monde regardait. Mon patron, Gérald, se tenait près de la porte du bureau, les bras croisés, prêt à intervenir si nécessaire, mais me laissant l'espace de gérer mes affaires. J'ai apprécié cela. Tu n'as pas fait d'erreur. Diane. Tu as révélé ce que tu penses vraiment de moi, ce que toute ta famille pense de moi. Ce qu'ils ont probablement dit derrière mon dos pendant des années. Ce commentaire n'est pas sorti de nulle part, il est venu de quelque chose de réel. Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Tu aimes l'idée de moi. Tu aimes avoir un mari qui travaille dur et paie les factures et se présente quand tu as besoin de lui et te rend la vie plus facile. Mais tu as honte de mon apparence. Tu es vraiment inquiète que nos enfants soient laids à cause de moi. Tu l'as dit toi-même devant 15 personnes, et tout le monde a ri. Je plaisantais. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre ça? Personne ne plaisante sur quelque chose qu'il n'a pas sérieusement envisagé. Cette phrase est venue de quelque chose de réel, Diane. Et le fait que toute ta famille ait ri, que personne n'ait trouvé ça inapproprié, que personne ne soit venu à ma défense, me dit que c'est un sujet de discussion bien avant ce dîner. Probablement pendant des années. Elle a recommencé à pleurer, les larmes coulant sur son visage, ses épaules tremblantes. S'il te plaît, Nathan, je ne peux pas te perdre. Je ne peux pas perdre tout ce que nous avons. Mes parents me rendent folle. Et Bridget continue de te dire, je te l'avais dit, et je veux juste rentrer à la maison. Tu m'as déjà perdu. La minute où ces mots sont sortis de ta bouche, tu as mis fin à notre mariage. Je ne fais que l'officialiser. Alors c'est ça. Tu nous abandonnes simplement. Nous et tout ce que nous avions prévu. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Abandonné? Es-tu sérieuse? J'ai lutté pour ce mariage pendant 3 ans. J'ai enduré la condescendance de ta famille, les insultes constantes de ta sœur, la façon dont tes parents me regardaient comme si j'étais une sorte d'appendice chaque fois
Que j'entrais chez eux. J'ai pris ta défense devant ma propre famille quand ils disaient que tu étais trop bien pour un travail d'ouvrier, que tu finirais par vouloir quelqu'un de plus impressionnant. Et comment m'as-tu récompensé pour tout cela? En annonçant à 15 personnes que tu as honte de mon visage. Je n'avais pas honte. Je n'ai jamais eu honte. Tu as littéralement dit que tu étais inquiète d'avoir des enfants à cause de mes gènes. Diane, comment appelles-tu ça? Elle n'eut aucune réponse. Bien sûr que non. Car il n'y avait aucune réponse qui rendrait acceptable ce qu'elle avait dit. Gérald s'avança. Madame, je vais devoir vous demander de partir. C'est un atelier en activité, et vous perturbez nos opérations. Ces hommes ont du travail à faire. Diane regarda autour d'elle comme si elle venait de réaliser qu'elle avait fait une scène devant une douzaine d'hommes en bottes de sécurité et en équipement de soudage. Des hommes qui me connaissaient tous, qui me respectaient tous. Qui venaient d'assister à l'effondrement total de ma future ex-femme dans l'atelier. Son visage devint rouge de honte. Ce n'est pas fini, Nathan. Tu ne peux pas simplement me quitter. Oui, ça l'est. Rentre chez toi. Eh bien, va chez tes parents. C'est ta maison. Elle resta là un instant de plus, les larmes aux yeux, cherchant quelque chose à dire qui arrangerait cela, qui me ferait changer d'avis, qui annulerait ce que j'avais fait. Il n'y avait rien. Elle avait brisé quelque chose qui ne pouvait pas être ressoudé. Gérald la conduisit à la sortie avec une main près de son coude, sans la toucher. Professionnel, mais ferme. Les gars se sont lentement remis au travail, avec précaution, sans me regarder. Me laissant de l'espace pour me ressaisir. J'ai apprécié cela plus que je ne saurais le dire. Plus tard cet après-midi-là, Gérald m'a appelé dans son bureau. Je pensais que j'allais recevoir une sorte de... Il ne m'a pas fait de sermon sur le fait de garder les drames personnels hors du lieu de travail, sur le professionnalisme et les limites. Au lieu de cela, il me versa une tasse de café de la cafetière qu'il gardait dans son bahut et s'assit à son bureau. Divorce. Oui, les papiers sont déjà déposés. Bien pour vous, clignai-je des yeux. Excusez-moi. J'en ai vécu un en 98. Ma première femme avait toute une deuxième famille dont je n'avais pas eu connaissance pendant 6 ans. Des enfants et tout à cran. Quand je l'ai découvert, tout le monde m'a dit d'essayer d'arranger les choses. Désolé. Pensez à ce qui est le mieux pour les enfants. Tout ça. Il secoua la tête. La meilleure décision que j'ai jamais prise a été de partir proprement. Je suis marié à ma femme actuelle depuis 22 ans. 3 petits-enfants. Je n'ai jamais été aussi heureux. J'apprécie que vous disiez ça, Gérald. Vraiment, ce que je veux dire, c'est ne laisser personne vous faire sentir comme le méchant pour avoir du respect de soi. Quoi qu'elle ait fait pour vous. Poussez si loin. La ligne qu'elle a franchie. Vous ne devez d'explication à personne, ni à elle, ni à sa famille, ni à personne d'autre. Vous savez ce qui s'est passé? C'est suffisant. J'avais raison. Et pour la première fois depuis ce dîner, j'ai eu l'impression que je n'étais peut-être pas fou de faire ce que je faisais. Le divorce fut heureusement rapide. Tout bien considéré, l'Ohio a une période d'attente de 90 jours, mais une fois que les deux parties sont enfin d'accord sur les termes, il s'agit surtout de paperasse. Diane a résisté au début, espérant probablement que je changerais d'avis si elle traînait assez longtemps. Mais une fois que son avocat lui a expliqué que je n'avais aucun moyen de pression, que se battre ne ferait que lui coûter de l'argent qu'elle n'avait pas vraiment, qu'il n'y avait pas d'actifs à se disputer, elle a accepté. Nous avons partagé nos économies comme une 50-50e. Elle a gardé sa voiture, j'ai gardé la mienne. Elle a gardé les meubles que j'avais apportés au mariage. J'ai gardé les miens.
L'appartement est resté à mon nom, puisque le bail n'était toujours que le mien. Une rupture nette, presque chirurgicale. Le plus difficile a été de l'annoncer à ma famille. Ma mère a pleuré quand je l'ai appelée, mais elle n'a pas été surprise. Elle avait toujours senti quelque chose d'étrange chez la famille de Diane. Elle a dit quelque chose sur la façon dont il me regardait au mariage. Mon père a juste hoché la tête quand je lui ai dit. Il a dit que j'étais le bienvenu chez nous à Dayton chaque fois que j'avais besoin d'une pause et a demandé si j'avais besoin d'argent pour traverser la transition. Je n'en avais pas, mais j'ai apprécié l'offre. Mes amis du travail m'ont emmené fêter ça une fois le divorce prononcé. Nous sommes allés dans cette salle de billard que nous fréquentions depuis des années. Nous avons joué jusqu'à minuit. Nous avons regardé ce qu'il y avait à la télé. Qu'il a levé son soda et a dit à Nathan, qui a finalement réalisé qu'il méritait mieux que quelqu'un qui pensait que son visage était une malformation congénitale. La table a éclaté de rire. Cette fois, j'ai ri aussi. La famille de Diane n'a pas bien pris le divorce. J'ai appris par des amis communs que Richard et Meredith racontaient à tout le monde que j'étais mentalement instable, que j'avais abandonné leur fille pour une blague inoffensive, que j'avais toujours été trop sensible aux taquineries de la famille, et qu'elle était mieux sans moi. Bridget a posté des choses vagues sur les réseaux sociaux concernant les narcissiques et les gens qui ne supportent pas une blague, et comment certaines personnes révèlent leur vraie nature quand les choses se compliquent. Ces singes volants ont inondé les commentaires de messages de soutien disant que Diane méritait mieux de toute façon et que Bridget était une bonne sœur pour être là pendant cette période difficile. Ils peuvent l'interpréter comme ils veulent. Je savais ce qui s'était réellement passé. Les gens qui comptaient savaient ce qui s'était réellement passé. Environ 3 mois après le divorce, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu tard dans la nuit. C'était Diane. Nathan. Je sais que tu ne veux probablement pas avoir de mes nouvelles, mais j'ai besoin de dire quelque chose. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, à nous, à tout. Maintenant, je comprends pourquoi tu es parti. Ce que j'ai dit était faux. Pas seulement les mots, mais le fait que j'avais intériorisé les opinions de ma famille à ton sujet sans même m'en rendre compte. Je suis désolé. Non pas parce que je te veux de retour, mais parce que tu méritais mieux de ma part. Tu l'as toujours fait. Je l'ai lu 2 fois, assis sur mon canapé, le jeu en sourdine à la télévision. Puis j'ai posé mon téléphone et je suis retourné à ce que je faisais. Je n'ai pas répondu non pas parce que j'étais toujours en colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Elle avait résolu ses propres problèmes en son temps. C'était son voyage, pas le mien à guider. 6 mois après le divorce, j'ai rencontré quelqu'un lors d'une conférence sur le travail du métal à Cleveland. Une autre soudeuse, en fait, ce à quoi je ne m'attendais jamais. Elle s'appelle Rachel. Elle a son propre petit atelier à Port, spécialisé dans les pièces de moto sur mesure et les travaux de restauration. Nous nous sommes connectés sur des frustrations partagées avec des fournisseurs qui ne connaissent pas la différence entre les qualités d'acier et la qualité déclinante des importations chinoises qui inondent le marché. Notre premier rendez-vous a eu lieu dans un café près du centre de congrès, où nous avons discuté pendant 2 heures du meilleur fil fourré pour les travaux en extérieur. Elle a gagné cet argument avec des connaissances techniques impressionnantes que je n'avais pas prises en compte. Je n'ai jamais été aussi heureux d'avoir tort sur quelque chose. Rachel n'est pas non plus une beauté conventionnelle. Elle a une cicatrice sur le menton due à un accident de meuleuse il y a des années. Des mains tachées en permanence par des années de travail avec le métal. Et l'huile, et un rire qui ressemble à une tronçonneuse qui démarre par une matinée froide. Elle porte plus souvent des bottes de travail que des talons et ne possède qu'une seule robe dont elle se plaint chaque fois qu'elle doit la porter.
Je pense que c'est la femme la plus attirante que j'ai jamais rencontrée. Quand je lui ai parlé de Diane, du commentaire qui a mis fin à mon mariage, elle a juste secoué lentement la tête. Sa perte est plus une perte pour moi. C'est là que j'ai su que j'avais trouvé quelque chose de réel. Nous sommes ensemble depuis environ 4 mois. Rachel est même venue à l'atelier la semaine dernière pour venir me chercher pour le déjeuner, et les gars n'arrêtaient pas de me taquiner après. Elle a sa propre machine à souder, a dit Jason, comme s'il venait de découvrir le feu. Et elle sait vraiment comment l'utiliser. Oui, eh bien, certains d'entre nous ont de la chance, ai-je dit. Reprenez le travail. Il y a 2 semaines, j'ai appris par Kai que le mariage de Bridget s'était effondré. Apparemment, Léonard avait une petite amie en secret que personne ne connaissait. Une femme qu'il a rencontrée lors d'une conférence. Bridget l'a découvert quand la petite amie s'est présentée chez elle, exigeant de savoir pourquoi Léonard avait cessé de lui rendre ses appels. La famille qui a passé des années à me juger, me traitant de pas assez bien, craignant que ma génétique ne ruine leur précieuse lignée. Leur fille en or, Bridget, s'est fait avoir par un vendeur d'assurance aux cheveux gominés, qu'il a dit que Meredith avait dû être hospitalisée pour stress. Richard a apparemment physiquement jeté Léonard de la maison quand il s'est présenté pour s'excuser. Diane a pris contact après ça. Elle voulait prendre un café, se rattraper, parler de la folie de tout ça avec sa famille. J'ai supprimé le message sans répondre. Puis, la semaine dernière, j'ai croisé Richard à une station-service près de mon garage. Il faisait le plein d'une berline de luxe, l'air plus âgé que dans mes souvenirs. Quand il m'a vu, tout son corps s'est raidi. Nathan, ça fait un moment. Richard, comment allez-vous? Bien, très bien. Il a hoché la tête. Maladroitement. Diane va bien aussi. Elle sort avec quelqu'un de nouveau. Un dentiste de son cabinet. Tant mieux. Pour elle, voyez ce qui s'est passé à ce dîner. Il s'est raclé la gorge. Je n'ai jamais eu le temps de le dire, nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin. Vous avez ri, nous ne savions pas comment réagir. Vous avez ri, Richard. Votre femme a ri. Bridget a ri. 15 personnes à cette table ont trouvé ridicule que votre fille ait honte du visage de son mari. Il a ouvert la bouche pour dire autre chose, mais je remettais déjà le pistolet à essence en place. J'ai entendu parler de Léonard, d'ailleurs, c'est dur. J'espère que Bridget va bien. Son visage est devenu rouge. Je suis monté dans mon camion et je suis parti avant qu'il ne puisse répondre.